أعطي الكلمة الآن Et je donne à présent la parole à Son Excellence Luca Beccari, ministre des Affaires étrangères, des Affaires politiques, des opérations économiques internationales et de la transformation numérique de Saint-Marin. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement de la République de Saint-Marin, je tiens à féliciter Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui souhaite une présidence très fructueuse. La République de Saint-Marin appuie les priorités de votre programme. Madame la Présidente, nous pouvons vous assurer de la pleine coopération dans tous les travaux de l'Assemblée générale. J'aimerais également exprimer ma gratitude toute particulière au secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour son énergie, sa détermination, afin de diriger les Nations unies en ces temps agités et turbulents. Madame la Présidente, nous nous rencontrons à un moment où les transformations sont profondes à l'échelle mondiale. L'ordre mondial connaît des changements fondamentaux qui ont des répercussions sur le commerce, la technologie et la coopération internationale. En parallèle, la valeur du système multilatéral fondé sur les règles continue d'être aussi critique. Sinon plus, le 80e anniversaire de notre organisation donne l'occasion aux membres des Nations Unies de réfléchir à la signification et la pertinence de la Charte des Nations Unies qui perdure. Alors que nous assistons à un changement de la dynamique géopolitique et que de nouveaux défis émergent à l'échelle mondiale, le débat général cette année doit renforcer notre détermination collective à veiller à l'esprit de San Francisco et des principes fondateurs des Nations Unies consacrés dans la Charte. Notre réunion à l'Assemblée générale honore non seulement l'héritage des Nations Unies, mais également la coopération constante dans la quête d'un monde plus pacifique, juste et durable. Madame la Présidente, malheureusement, la quête de paix reste aussi urgente aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1945. Nous devons insister la nécessité d'un engagement urgent, d'une action collective et d'efforts multilatéraux plus robustes. Les conflits continuent d'apparaître dans différentes parties du monde. Ils infligent une souffrance humaine immense et que dévastation. Si nous voulons que les Nations Unies restent une lueur d'espoir pour ceux qui connaissent les affres de la guerre, nous devons faire avancer nos stratégies de prévention, de médiation et de règlement des conflits. Nous connaissons et reconnaissons le rôle essentiel des Nations Unies afin d'apporter une aide vitale et protection à des millions de personnes dans des pays et des régions qui subissent des conflits tels que la Corne de l'Afrique, le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Soudan, l'Ukraine, le Yémen et au-delà. Mais cela n'est pas suffisant. Nous, États membres, devons en faire davantage pour faire avancer la paix et la sécurité internationale, toujours informés par la Charte et les mandats de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. La guerre d'agression contre l'Ukraine a provoqué des conséquences dramatiques pour la population civile, y compris des décès de civils, destruction d'infrastructures vitales et déplacements massifs. Saint-Marin condamne l'agression russe contre l'Ukraine et soutient l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Nous réitérons notre engagement en vue de faire en sorte que la Russie soit pleinement redevable de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. En même temps, nous nous félicitons de tous les efforts internationaux en vue d'une paix complète, juste et pérenne en Ukraine, conformément à la Charte de l'ONU, la résolution de l'Assemblée générale et le droit international. Madame la Présidente, la catastrophe humanitaire qui se déroule devant nos yeux à Gaza et en Cisjordanie est insupportable. C'est l'une des tragédies les plus douloureuses et les plus prolongées de nos temps. Saint-Marin condamne sans ambages, sans équivoque, les attaques terroristes horribles perpétrées par le Hamas le 7 octobre et nous appelons de nouveau à la libération immédiate et sans condition inconditionnelle de tous les otages. En même temps, nous réitérons notre appel
pour un cessez-le-feu immédiat et permanent et pour un accès humanitaire plein, sûr et sans entrave pour la population civile touchée. Rien ne peut justifier le châtiment collectif du peuple palestinien par le biais de bombardements indiscriminés, la privation de nourriture et le déplacement. L'expansion continue de colonies, y compris les projets si problématiques que le E1 ainsi que la dévastation à Gaza, menace d'effacer toute possibilité de paix. À moins d'agir dans un esprit d'unité et de détermination, la vision de deux peuples vivant côte à côte dans la dignité et la sécurité seront perdues. Et c'est dans ces heures les plus sombres que la responsabilité devient urgente. Le 15 mai, notre Parlement a octroyé un mandat au gouvernement à l'unanimité afin de reconnaître l'État de Palestine dans l'année. Aujourd'hui, et devant cette Assemblée, je vous annonce l'exécution de ce mandat. Saint-Marin reconnaît officiellement l'État de Palestine. As a sovereign, en tant qu'État souverain et indépendant, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues conformément aux résolutions des Nations Unies. Détenir un État, avoir un État est le droit inaliénable du peuple palestinien. Ce n'est pas et ne peut jamais être une récompense pour le Hamas. Cette décision est cohérente et fait suite au message prononcé en juillet dernier à la conférence de haut niveau coprésidée par la France et l'Arabie saoudite et la déclaration de New York qui appelle les États à prendre des mesures concrètes et irréversibles. En rejoignant aujourd'hui le groupe de pays qui passent des mots à l'action, Saint-Marin vise à envoyer un message politique et diplomatique robuste. La reconnaissance de la Palestine est essentielle pour affirmer que la paix doit être édifiée sur la justice et l'égalité. Saint-Marin continue d'appuyer l'admission de la Palestine en tant que membre de plein droit des Nations Unies. Madame la Présidente, les civils continuent de payer le plus lourd tribut des conflits armés aux quatre coins de la planète. Le nombre de victimes, de décès de civils, y compris d'enfants et de femmes piégés dans les conflits, atteignent des nombres choquants. Nous ne pouvons garder le silence face à une telle tragédie. Ils ont été ciblés, assassinés, blessés, enlevés, torturés. Le nombre de civils déplacés atteint des chiffres records. Les civils ont été privés d'eau, d'aliments et d'aide humanitaire. Des foyers, des infrastructures critiques, des écoles, les hôpitaux ont été ciblés, détruits ou endommagés, laissant ces civils dans le désespoir, laissant ces enfants sans éducation et les patients sans soins de santé. L'utilisation intensive d'armes explosives dans des zones peuplées ont causé la majorité des victimes civiles dans différents conflits. Saint-Marin condamne de telles attaques et appelle tous les États à soutenir et mettre en œuvre la déclaration politique sur les armes explosives dans les zones peuplées. Nous sommes gravement préoccupés au sujet de la violence contre les enfants, en particulier les enfants dans des situations de conflit. Alors que nous célébrons le 20e anniversaire de la résolution 1612 du Conseil de sécurité, nous réitérons notre attachement au programme du CAAC, les enfants et les conflits armés, et soutenons le rôle de la représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés. Nous sommes particulièrement préoccupés au sujet du nombre élevé de violations graves à l'égard des enfants qui ont été signalés. Le déni d'accès humanitaire, l'assassinat, la mutilation d'enfants, le recrutement et l'utilisation d'enfants, l'enlèvement, le viol et autres formes de violence sexuelle. Saint-Marin appelle toutes les forces armées et groupes armés à échanger de manière constructive avec les Nations Unies pour arriver à des plans d'action réalisables et mettre fin et prévenir les violations graves à l'égard des enfants conformément à leurs obligations au titre du droit international. Nous condamnons également fermement les attaques contre les écoles et les hôpitaux ainsi que leur utilisation à des fins militaires. Nous réitérons notre soutien à la déclaration sur la sécurité des écoles. Les installations éducatives devraient être un lieu sûr pour tous les enfants, les étudiants et les enseignants. Nous appelons tous les États membres à ratifier le protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant, protocole relatif à l'implication d'enfants dans les conflits armés. Nous encourageons également toutes les parties à appuyer d'autres outils importants tels que les principes et engagements de Paris et les principes de Vancouver. Saint-Marin
réitère l'importance de la redevabilité pour toutes les violations graves à l'égard des enfants. L'impunité pour les auteurs de violations graves n'est pas acceptable. La communauté internationale a le devoir non seulement d'arrêter et prévenir ces violations, mais également d'aider les enfants victimes et d'œuvrer à leur réinsertion. Mais la violence a augmenté. Violence contre acteurs humanitaires et journalistes de manière regrettable. Le personnel humanitaire et les travailleurs humanitaires sont assassinés dans des nombres sans précédent. Les attaques contre le personnel humanitaire et les journalistes doivent cesser. Ils sont illégaux et inacceptables. Saint-Marin condamne fermement de telles attaques et ne peut garder le silence face à ceci. L'impunité est en train de devenir la nouvelle norme. Et la normalité des attaques contre le personnel humanitaire ne peuvent être tolérées et les auteurs doivent être redevables. Nous avons récemment endossé la déclaration pour la protection du personnel humanitaire à l'initiative de l'Australie et un groupe de pays. Cette déclaration démontre une volonté politique robuste en vue de protéger le personnel humanitaire et de veiller au respect du droit international. L'urgence et l'incertitude caractérisant le contexte international actuel mettent en danger les progrès en direction d'un développement durable. Nous sommes préoccupés au sujet de la crise qui empêche le progrès dans la réalisation des ODD, en particulier là où le terrorisme, les conflits régionaux, les actes d'agression sont en train de démanteler des années d'accomplissement. Le développement durable doit rester tout en haut de notre programme, de notre agenda. Le pacte pour l'avenir adopté l'an dernier est une opportunité essentielle de redynamiser le multilatéralisme et de dynamiser les ODD et le programme à l'horizon 2030. Nous pensons que la surveillance et l'évaluation du pacte sont une partie décisive de la mise en œuvre. Il ne s'agit pas simplement de permettre d'évaluer le progrès, d'identifier les lacunes et de procéder aux adaptations nécessaires, mais également d'aider à garantir que nos engagements collectifs mènent à des résultats concrets. Nous avons le programme à l'horizon 2030. C'est notre feuille de route collective et fort de celle-ci, nous devons agir pour inverser la tendance et les retards accusés en ce moment en matière de réalisation des ODD. Cela comprend le renforcement de la mobilisation des ressources financières à partir de toutes les sources afin de contribuer à l'éradication de la pauvreté, l'inclusion sociale, des partenariats plus robustes et l'engagement collectif en vue de ne laisser personne pour compte. Le financement pour le développement durable reste une priorité essentielle. Nous nous félicitons de l'engagement de Séville, adopté à la 4e conférence internationale sur le financement au service du développement, qui s'est tenue en Espagne. Cet engagement promeut l'investissement dans le développement durable, traite la question de la crise de la dette touchant tant de pays parmi les plus pauvres et donne aux pays en développement une voix plus forte dans l'architecture financière internationale. Nous devons renforcer un système financier équitable, fondé sur les règles qui garantissent une gouvernance économique mondiale plus inclusive, plus effective. Nous sommes également préoccupés par les multiples crises interdépendantes qui mènent le monde au bord du précipice, et en particulier dans les pays en développement. La triple crise planétaire, à savoir changement climatique, perte de biodiversité, pollution, doit rester au cœur des travaux de l'ONU. Le changement climatique et la dégradation environnementale mènent à une plus grande instabilité et des conflits, ainsi qu'une plus grande souffrance humaine, absence d'eau douce, accessible en quantité suffisante, d'insécurité alimentaire, déplacements internes et migration forcée. Une action collective urgente est nécessaire pour pleinement mettre en œuvre l'accord de Paris et garder cet objectif de 1,5 degrés Celsius à notre portée. Nous devons accélérer la transition pour nous éloigner des carburants fossiles et assurer une transition énergétique verte, inclusive et juste. Nous devons arrêter et inverser la perte de la biodiversité, réduire la pollution. Ce sont des priorités robustes de l'ONU pour arriver à des écosystèmes sains et c'est vital pour réaliser les ODD. La malnutrition, des régimes alimentaires malsains, une agriculture non durable sont parmi les facteurs les plus préoccupants. Nous avons la menace de la famine qui est causée principalement par les conflits en cours et les conséquences négatives du changement climatique et qui inflige une énorme souffrance humaine. S'attaquer à l'insécurité alimentaire doit être au cœur de nos travaux. Dans ce contexte, nous croyons fermement que la lutte contre la peur
la perte et le gâchis, le gaspillage des aliments contribuera à promouvoir la sécurité alimentaire et nous nous félicitons des initiatives visant à développer et à sensibiliser des comportements responsables. Madame la Présidente, depuis la création de l'ONU, des progrès considérables ont été réalisés pour faire avancer la promotion et la protection des droits humains, mais les inégalités et les reculs persistent. Le monde continue à être témoin de violations continues des droits humains. En 2025, 30 ans après l'adoption de la déclaration de Beijing et de sa plateforme d'action, l'égalité de genre reste l'un des plus grands défis à l'échelle planétaire. Et c'est là également une grande opportunité de transformation. Il est extrêmement important de s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité de genre. En parallèle, nous devons redoubler d'efforts pour lutter contre la violence sexiste dans toutes ses formes. Nous appuyons les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables pour une participation effective, significative, sur pied d'égalité dans tous les domaines de la vie publique et politique. Nous appuyons la déclaration sur les générations futures adoptée l'an dernier au sommet de l'avenir. Elle vise à puiser dans tout le potentiel des jeunes générations, des générations futures, par le biais d'un accès inclusif et égalitaire à l'éducation de qualité. Nous pensons qu'il est essentiel de sauvegarder les droits humains en cette ère numérique. À cet égard, le pacte numérique mondial est un outil important qui illustre notre engagement collectif en vue de construire des ponts, refermer la fracture numérique et promouvoir l'inclusion numérique pour créer un avenir plus équitable, plus durable et enfin pour assurer que les technologies numériques soient utilisées dans l'intérêt de l'humanité. En outre, la création d'une commission scientifique indépendante internationale sur l'IA et le dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle sont des mesures fondamentales pour promouvoir la compréhension scientifique de l'intelligence artificielle et pour garantir une discussion multipartite inclusive sur cette question. Cela contribuera à renforcer les capacités des membres de l'ONU en matière d'IA, en favorisant des connaissances communes, compréhension commune, des expériences partagées et en rassemblant les parties prenantes pour des bénéfices mutuels, en particulier pour les pays en développement. Nous sommes préoccupés au sujet des risques que comportent les nouvelles technologies dans le domaine militaire. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont mené à des niveaux préoccupants d'autonomie dans les conflits. L'intelligence artificielle est utilisée dans les conflits pour sélectionner des cibles et prendre des décisions de vie ou de mort. Saint-Marin pense qu'une maîtrise humaine significative doit être conservée sur de telles décisions, toujours informées par le droit international et les principes éthiques. Saint-Marin est également préoccupé au sujet de l'élargissement et de la mise à niveau des arsenaux nucléaires. Dans un contexte de tension mondiale et d'escalade, la menace d'utilisation d'armes nucléaires continue d'être un risque existentiel pour l'humanité. En outre, nous sommes témoins d'une montée sans précédent des dépenses militaires à l'échelle mondiale. C'est une voie dangereuse et imprévisible. Nous avons besoin de rediriger nos efforts dans le cadre du système multilatéral, de renouveler nos engagements en matière de paix par le biais de la diplomatie. Madame la Présidente, le multilatéralisme et notre ordre international sont fondés sur les principes de justice et de droit international. Toutefois, nous avons pu voir ces dernières années une érosion progressive du droit international et de l'état de droit. Saint-Marin croit dans le principe de bien fondé sur l'équité et l'éthique et non pas sur la force brutale. L'état de droit existe pour cette raison, justement, pour assurer que tous les États, dépendamment de leur pouvoir, soient redevables, qu'un ordre international fondé sur les règles, avec la charte en son cœur, soit notre principale garantie face au chaos et à la guerre. Grâce à son rôle unique, au cœur de ses objectifs, les Nations Unies ont servi les intérêts collectifs de toutes les nations et peuples, au-delà de tout État individuel. Saint-Marin réaffirme son engagement en matière de multilatéralisme avec les Nations Unies au cœur de tous ses efforts, en particulier dans le cadre de l'Assemblée générale. Il s'agit là en effet de l'organe le plus représentatif des Nations Unies en raison de sa nature profondément démocratique, de la participation universelle et de la légitimité incontestée. La redevabilité fait partie intégrante du système multilatéral était essentiel.
Elle joue un rôle important pour s'attaquer aux défis mondiaux. Elle favorise la confiance et la légitimité des institutions internationales. Nous sommes gravement préoccupés au sujet du mépris des violations du droit international. La République de Saint-Marin réitère son plein engagement en matière d'engagement pris au titre du droit humain, des droits humains, du DIH et des IDH, tels que la Convention relative à la prévention et la répression du crime de génocide, le statut de Rome et les conventions de Genève. Madame la Présidente, nous devons redynamiser les Nations Unies en revitalisant le multilatéralisme. Si nous voulons des solutions crédibles aux défis mondiaux, les ODD, le programme à l'horizon 2030, le pacte de l'avenir, l'engagement de Sévis attestent de nos engagements communs et de ce que nous pouvons produire dans un système multilatéral. Mais cela n'est pas suffisant. Il est essentiel de restaurer la confiance dans le potentiel de cette organisation, dans son leadership et par-dessus tout, la confiance entre ses membres et toutes les parties prenantes. Les réformes doivent rester au cœur de nos actions car elles sont cruciales pour la stabilité future de ce monde et le maintien de la paix et la sécurité internationale. L'initiative ONU 80, lancée en mars dernier par le secrétaire général, doit être un processus de réforme inclusif qui soit à même de nous offrir des solutions innovantes. Sa finalité est de faire de l'ONU une organisation plus efficace, intégrée, effective, qui puisse s'attaquer à des défis mondiaux et adaptée aux réalités financières. Nous pensons que ces efforts de réforme devraient préserver l'intégrité et l'équilibre des 3 piliers de l'ONU sur pied d'égalité, pour continuer de soutenir principalement ceux qui en ont le plus besoin, ainsi que ceux qui sont frappés par les crises, les catastrophes et les conflits armés. En conclusion, Madame la Présidente, les États membres doivent assumer leurs responsabilités, y compris celle de faire que cette organisation soit à même de s'acquitter de son mandat, à savoir protéger les citoyens de ce monde. Il est essentiel de trouver de nouvelles manières de travailler en commun et de garantir que les institutions multilatérales soient en mesure de gérer les changements rapides qui se produisent. J'aimerais réitérer notre ferme soutien, celui de la République de Saint-Marin, à toutes les initiatives visant à mettre en œuvre les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Je vous remercie. أشكر معالي وزير الخارجية والشؤون السياسية والتعاون. Je remercie le ministre